Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. Votre radio I-Chrono FM est disponible sur Google Play et App Store. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio. Madame, monsieur, bonjour. Le siège du 10 Downing Street à Londres aura été peu de temps vacant. La crise de succession de courte durée et dès lundi, on apprenait le nom du successeur de Liz Truss. Il s'agit de Rishi Sunak, qui devient du même coup chef du Parti conservateur. En ces temps difficiles, le Royaume-Uni ne pouvait se permettre une période de latence. Et avec mon invité, nous évoquerons la personnalité de ce nouveau chef du gouvernement d'outre-Manche. Lundi également s'est ouvert au Sénégal le 8e forum de Dakar, inauguré par le chef de l'État, Macky Sall. Le thème en était de circonstance, les défis de stabilité et de souveraineté. Tant il est vrai que depuis plusieurs mois, on assiste sur le continent africain à une résurgence des coups d'État et d'ingérences politico-militaires étrangères. Comme pour illustrer ce que je viens de dire, on a appris qu'au Soudan, où là aussi l'armée s'est emparée du pouvoir voici un an, des milliers de manifestants s'en prennent quotidiennement à l'actuel chef de l'État dans un pays en proie à une crise alimentaire sans précédent. Au Tchad aussi, on assiste à une lente dégradation de la situation avec la répression ces derniers jours de manifestations hostiles au général Mahamat Idriss Déby. Celles-ci ont fait une 50aine de morts dans le pays et pas seulement à Djamena. Nous terminerons cette émission en nous interrogeant sur la signification qu'il faut donner aux récents propos du ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, à l'égard de la France. Des propos en effet qui contrastent singulièrement avec ceux qu'il tenait jusque-là et qui peuvent apparaître comme un geste d'ouverture à l'égard de l'ancien colonisateur. Alors comment expliquer ce revirement et augure-t-il d'un changement de cap diplomatique ? Eh bien, tel est donc le sommaire de notre magazine Carte sur table d'aujourd'hui. J'ai intitulé notre émission « Un émigré indien au 10 Downing Street ». Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Ibrahima Thiam, l'un des leaders de l'opposition sénégalaise, auteur de 3 essais politiques et futur candidat aux élections présidentielles de 2024. Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour, Jean-Hugues Duval. Qui aurait pu prédire, en effet, qu'un jour, un ressortissant indien, même naturalisé anglais, deviendrait chef du gouvernement en Grande-Bretagne? Songez que le sous-continent indien a connu la domination britannique de 1757 à 1947, date de l'indépendance de ce grand pays. Cela montre bien à quel point la mixité entre les peuples est importante et que la couleur de la peau ne devrait pas être un obstacle dans la vie quotidienne des peuples. C'est une belle image de tolérance qui nous est aujourd'hui offerte par les Anglais. Puisse-t-elle faire des émules ailleurs dans le monde? J'ajoute, non sans une certaine satisfaction, que le nouveau Premier ministre a aussi des racines africaines. Par son père né au Kenya et sa mère native du Tanganyika. Eh bien, commençons donc, si vous en êtes d'accord, par cette actualité où en Grande-Bretagne, la vacance du pouvoir laissée par le départ de Liz Truss a été de courte durée. Le Parti conservateur s'étant trouvé rapidement un successeur pour le poste de Premier ministre. Il s'agit donc de son ancien rival, l'ex-chancelier de l'Échiquier, Rishi Sunak. Comment analysez-vous, Ibrahima Thiam, cette arrivée au 10 Downing Street d'un dirigeant politique issu de la diversité, puisque d'origine indienne? Comme je l'évoquais à l'instant, il n'échappe à personne
qu'il existe en Grande-Bretagne un grand brassage multiculturel. Et cela tient à l'histoire de ce pays et de ses nombreuses colonies lors des siècles derniers, dont l'Inde notamment. C'est cependant un fait historique, même s'il s'agit d'une demi-surprise, car Rishi Sunak était déjà candidat au poste l'été dernier, au moment où il s'agissait de remplacer Boris Johnson, et qu'après le départ de Liz Truss, il faisait figure de favori. Boris Johnson avait d'ailleurs interrompu ses vacances pour rentrer à Londres précipitamment, dans l'espoir de réaliser un comeback. Mais les électeurs du parti Tories en ont décidé autrement. Vous avez raison. On dit qu'un homme politique ne meurt jamais et Johnson voulait croire en ses chances de redevenir Premier ministre. Mais le Parti conservateur lui a préféré cet homme brillant venu de la finance. Il était banquier chez Goldman Sachs, jugé un peu élitiste, il est vrai, par le milieu conservateur le plus populaire. Ce dernier ne cachait pas son hostilité à la politique économique de Liz Truss, notamment son projet de baisse massive des impôts. Pour le reste, il était lui aussi un chaud partisan du Brexit. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de grande surprise à attendre de ses positions avec l'Europe. Pour la petite histoire, voilà au moins un homme politique qui ne sera pas tenté de piocher dans les caisses de l'État. On dit en effet de lui qu'il est 2 fois plus riche que le roi Charles III. C'est peu dire. Les Britanniques doivent-ils se réjouir qu'il soit le Premier ministre anglais le plus riche de l'histoire? Je ne sais pas. Mais même s'il a très bien gagné sa vie, sa fortune, il la doit surtout à son épouse, qui est l'héritière d'un géant indien de l'informatique. On estime, dit-on, sa fortune à quelques 840 millions d'euros et sa femme détiendrait des parts valant près d'1 milliard de dollars dans l'entreprise fondée par son père. Entreprise dont la valeur est estimée à quelques 100 milliards de dollars. Cela le met incontestablement à l'abri de toutes les convoitises. Il reste à espérer que cette immense fortune ne soit pas un handicap pour lui. Au-delà de cette anecdote, il faut aussi retenir qu'il est, à 42 ans, le plus jeune Premier ministre britannique depuis 2 siècles. Maintenant, comme disent les Anglais, wait and see. Il nous faut attendre et voir. Lundi et mardi dernier s'est donc tenu au Sénégal le 8e forum de Dakar. Et d'entrée de jeu, le président Macky Sall s'est livré à un constat amer de la situation actuelle sur le continent. Après la pandémie de Covid-19 et aujourd'hui le choc de la guerre russe en Ukraine. Et en plus, la dépendance alimentaire, sanitaire et énergétique apparaît en effet ce continent de plus en plus criant et inquiétant, sans parler des problèmes de souveraineté tant politique que sécuritaire, au travers de la propagation de djihadistes, en particulier dans la région du Sahel, et aussi de la recrudescence des coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest. Est-ce que sur ce point, Ibrahima Thiam, vous partagez la vision assez pessimiste, il faut bien le dire, de Macky Sall, vous qui êtes, je le rappelle, un opposant déclaré à sa politique? Opposant déclaré, certes, vous faites bien de le rappeler, résolu mais lucide, et en aucun cas radical comme certains dans notre classe politique. Oui, en effet, comment ne pas être d'accord avec ce constat peut-être pessimiste, mais hélas réaliste. Et je le rejoins aussi lorsqu'il évoque la nécessité d'une réforme de la gouvernance mondiale. L'Afrique, mais pas seulement, ne peut continuellement être assise sur une chaise comme au tennis, avoir la balle passer de droite à gauche. Je veux dire être spectatrice de l'affrontement des 2 grands blocs, le bloc occidental et le bloc anti-occidental. La planète est aujourd'hui confrontée à des enjeux colossaux. En premier, le réchauffement climatique, mais aussi
le risque d'une guerre mondiale, que ce soit aujourd'hui à propos de l'Ukraine, si les choses venaient à mal tourner, ou demain concernant Taïwan, l'une en Europe, l'autre dans le Pacifique. À propos de la poussée djihadiste en Afrique de l'Ouest, êtes-vous d'accord pour dire que le terrorisme n'est pas qu'une affaire africaine, mais une menace globale? Absolument. Vous avez raison. De même qu'à en croire les Occidentaux, l'OTAN contenir actuellement la Russie en Ukraine, c'est peut-être éviter qu'elle n'envisage demain de nouvelles conquêtes territoriales ailleurs. Ne pas éradiquer le djihadisme en Afrique, c'est devoir y faire face demain, un peu partout, en Europe et ailleurs. Il faut traiter le mal à la racine et actuellement, le terreau du djihadisme se situe essentiellement au Moyen et Proche-Orient et en Afrique. Quand Macky Sall se fait le défenseur d'une force de sécurité africaine, constatant l'échec des missions onusiennes, autrement dit, changer de doctrine des opérations de maintien de la paix, a-t-il raison? Oui, incontestablement. Car on voit l'impuissance des casques bleus à maintenir ou rétablir la paix dans différentes contrées. Mais de même que des voix s'élèvent en Europe pour s'affranchir des États-Unis en matière de sécurité et réclament l'instauration d'une sécurité européenne, on voit toute la limite de l'exercice. De la même manière, je doute malheureusement que ce projet africain ne voit le jour avant des décennies. Et lorsqu'à ce même forum de Dakar, lundi et mardi dernier, il a dénoncé ces coups d'État militaires au Burkina Faso, mais aussi en Guinée et au Mali, qui retardent le développement de ces pays. Là aussi, a-t-il raison? Oui, là encore. Mais il y a longtemps que je condamne moi-même ces putsch d'officiers rebelles qui s'emparent du pouvoir par la force des armes et au détriment de la société civile et politique. Certains rétorqueront que s'ils sortent des casernes, c'est du fait de l'échec des politiques antérieures. Et c'est malheureusement assez souvent vrai. Mais pour autant, qu'ils respectent au moins la durée de transition, qu'ils proposent eux-mêmes, qu'ils respectent les droits de l'homme et surtout qu'ils préparent des élections qui redonneront la voix au peuple. Chose qu'ils tardent ou se refusent de faire. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Et on doit en effet s'interroger sur les causes qui conduisent à l'arrivée au pouvoir ici et là de colonels ou de capitaines dont le rôle principal est de défendre la patrie et non de gérer les affaires du pays. À Dakar, le Macky Sall a également lancé un vibrant appel à la cessation de la guerre en Ukraine qui, dit-il, je le cite, est en train de détruire le monde. Est-ce également votre avis? Absolument. On voit bien la montée inquiétante de l'inflation partout dans le monde. La déflation qui guette les économies. Et tout cela appauvrit encore davantage les pays les plus pauvres et les populations vivant dans la précarité. Il y a aussi les pénuries de céréales et d'engrais qui, ajoutées au réchauffement climatique, de sécheresse endémique et de manque d'eau, mettent d'innombrables populations en danger de mort. Va-t-on longtemps rester impuissant face à leur détresse? Cette guerre en Europe menace la stabilité de nombreux pays du continent, quand elle ne met pas en danger leur existence même. Pour revenir au terrorisme, quel est votre sentiment face aux accusations lancées par certains contre la France, jugée coupable de déployer des missions comme la force Barkhane et réclame son départ de certains pays africains? On a vu le Mali, mais on l'a vu aussi, on voit aussi ce qui s'annonce au Burkina et au Niger. Mes compatriotes, sur ce point, se trompent ou sont aveuglés par des actions de désinformation conduites par certaines puissances. Je dis depuis longtemps que les relations avec l'ancien colonisateur doivent être désormais des relations de partenariat et non plus de vassal
à ce gérant. Et je crois que ce message commence à être entendu. Mais les Africains doivent aussi reconnaître que cela fait 70 ans qu'ils ont acquis leur indépendance, qu'ils ont leur destin en main. Alors, il faut cesser de chercher des boucs émissaires et voir nos propres responsabilités et reconnaître aussi nos propres erreurs. Quand Barkhane était au Mali et aujourd'hui au Niger, ce n'est pas en substitution aux armées nationales, mais en appui à celles-ci et à la demande des États. On voit bien la difficulté, voire l'impossibilité qu'a aujourd'hui le Mali face aux djihadistes présents un peu partout dans le pays. Et que se passe-t-il? Il en appelle aux mercenaires russes de Wagner pour suppléer à la présence française. Et avec quel résultat? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est loin, c'est loin d'être probant. Ma question suivante fait écho à ce que vous venez de dire et elle a trait au Soudan, où un pouvoir militaire est en place depuis un an. Et un an après, là aussi, un coup d'État, eh bien, des manifestations ont lieu régulièrement à Khartoum et ont causé plus de 120 morts depuis l'arrivée de l'armée. Ce pays est aujourd'hui dans le chaos. Quelle issue voyez-vous? Voilà l'exemple typique de situation que j'ai dénoncée il y a quelques instants. Lorsque les populations remettent leur destin entre les mains des militaires, les milliers de manifestants ont d'ailleurs scandé un slogan que j'avais moi-même pris à mon compte il y a quelques semaines dans cette émission, à savoir les militaires à la caserne. Aujourd'hui, le général Abdel Fattah al-Burhan, l'auteur du coup d'État du 25 octobre 2021, est acculé dans son palais présidentiel. Ce coup d'État a d'ailleurs ravivé les violences et l'instabilité au Darfour. Vous vous souvenez que celui-ci est arrivé au pouvoir après avoir déposé l'un des siens, le dictateur Omar el-Béchir, qui a régné en maître sur le Soudan durant 3 décennies. Les dirigeants actuels ont promis des élections à l'été 2023, mais personne n'y croit à un moment où le pays est confronté à une grave crise alimentaire. Un tiers des 45 millions d'habitants souffrent de la faim, alors que l'inflation est à 3 chiffres. Ce pays ne survit actuellement que grâce à l'aide internationale, c'est dire où il en est arrivé. Il faut dire que la transition démocratique amorcée à la suite de la chute d'Omar el-Béchir en 2018 a complètement déraillé. Et dans le Nil bleu, par exemple, la région est à feu et à sang. Comment le Soudan peut-il se sortir de ce dramatique constat d'échec? Cela va être difficile, car les militaires sont dans une impasse. Ils ont mis le feu aux poudres dans les conflits communautaires ou tribaux aux 4 coins du pays. Vous parliez du Nil bleu, mais il y a aussi le Darfour. Aucune région n'est épargnée. La junte n'est absolument pas garante de la stabilité à l'heure où des massacres sont commis chaque jour et qu'Internet est coupé. L'armée elle-même n'est pas unifiée. Elle n'est le plus souvent qu'un ramassis de milices dévouées à des clans des chefs de guerre. Je le disais en préambule à cette émission, au Tchad aussi, la répression des manifestations d'opposants au maintien à la tête de la transition du président Mahamat Idriss Déby a fait une 50aine de morts et plusieurs centaines de blessés. Comment expliquez-vous ce sursaut de violence à l'égard de ce jeune général de 39 ans qui, rappelons-le, a succédé à son père, Idriss Déby, au lendemain de l'assassinat de ce dernier? C'est un effet d'autant plus triste que jusque-là, tout le monde, y compris une partie de l'opposition, s'accordait pour dire que ce jeune chef d'État avait plutôt effectué un parcours sans faute depuis son arrivée à la présidence à N'Djamena. Tout est parti de la décision de celui-ci de prolonger de 2 ans
le délai de la transition, qui avait été initialement fixé à 18 mois, après la mort du maréchal Idriss Déby en avril 2021. Les opposants ont voulu y voir là une sorte de succession dynastique et l'ont fait savoir en défilant dans les rues des principales villes du Tchad. Du coup, 7 partis politiques ont vu leurs activités suspendues pour une durée de 3 mois, ce qui n'augure rien de bon sur le plan démocratique. Le régime a voulu voir, à travers les manifestations, une insurrection populaire en vue de s'emparer du pouvoir par la force, alors que les manifestants prétendaient défiler pacifiquement. Difficile de savoir réellement ce qu'il en est, mais si les raisons de la colère sont connues, pour ma part, en m'inclinant devant les victimes, je souhaite que le calme revienne dans le pays et dans cette région du Sahel, déjà confrontée à la violence djihadiste. Nous évoquons régulièrement la situation au Mali, un pays du Sahel où la présence militaire française a été jugée indésirable. Or, au Forum de Dakar, quelle n'a pas été la surprise d'entendre et d'apprendre par le ministre des Affaires étrangères malienne, Abdoulaye Diop, que son pays était, je cite, prêt à traiter avec tous les partenaires, y compris la France, à condition que ceux-ci acceptent sa souveraineté et ses choix stratégiques. Eh bien, ces propos augureraient-ils, selon vous, d'un revirement de position diplomatique entre le Mali et la France? Ce changement soudain est assez surprenant. Alors, il y a quelques jours, le même Abdoulaye Diop demandait la convocation du Conseil de sécurité de l'ONU en dénonçant des ingérences françaises au Mali. Réunion qui n'a pas eu lieu, la Russie, pourtant partenaire du Mali, n'ayant pas soutenu cette revendication. Les vents tourneraient-ils au-dessus de Bamako? Il est un peu tôt pour le dire, mais que le Mali se dise prêt à restaurer ses liens avec Paris est plutôt une bonne chose. Mais le plus surprenant est que le ministre a tenu à préciser, je le cite toujours, qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur les gens. Nous avons notre propre responsabilité. Nous avons failli par rapport à l'intégration du continent. Nous avons failli par rapport au renforcement de la coopération entre nous. Nous avons failli par rapport à notre responsabilité pour assurer notre propre sécurité. Et je crie que nous ne pouvons pas faire assumer ça par d'autres. Admettons qu'on est loin des propos assez belliqueux qu'il a tenus ces derniers mois. Et ce mea culpa et cette reconnaissance de responsabilité signent un certain constat d'échec du pouvoir militaire en place à Bamako. Ces déclarations surviennent alors qu'au Mali, le mouvement d'opposition M5 a annoncé lors d'une conférence de presse que, je le cite aussi, l'armée est montée en puissance, mais la sécurité n'est pas arrivée avec la puissance de l'armée. Cela explique-t-il cela? Le quotidien Nouvel Horizon, titré par ailleurs, il y a peu, à en croire les confidences d'un haut responsable de la transition sur la situation du pays. Le pays est bloqué. Tous ces signes conduisent-ils les autorités en place à Bamako à modérer leur attitude à l'international, y compris avec la France? Les semaines qui viennent nous le diront. Eh bien, c'est avec cette dernière information que nous refermons notre carte sur table d'aujourd'hui, en rappelant cependant nos auditeurs que demain dimanche, eh bien, on votera au Brésil pour le deuxième tour des élections présidentielles. Il s'agira de départager, je le rappelle, le président sortant, Jair Bolsonaro, de l'ex-président Lula da Silva. Et aux dernières nouvelles, selon les derniers sondages, ceux-ci seraient au coude à coude. Un commentaire, Ibrahim Atiam, sur cette élection dont nous aurons bien sûr l'occasion de commenter les résultats samedi prochain? Vous dire que ma préférence va à Lula da Silva ne vous surprendra pas.
Mais je redoute que le bolsonarisme ne soit désormais ancré dans le pays, tant la pression du courant populiste est forte aujourd'hui dans le monde. Je ne suis pas certain que l'avance faible qu'avait Lula au premier tour sera suffisante demain pour l'emporter, à moins d'un sursaut des abstentionnistes en sa faveur. Nous serons rapidement fixés. La parole est maintenant aux électeurs brésiliens. Eh bien, c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Carte sur table, même lieu, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio iChrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur iChrono FM. Votre radio iChrono FM est disponible sur Google Play et App Store. iChrono FM, une autre dimension de la radio.